notamment à l'école pythagoricienne, puisqu'on se retrouvait là avec tout ce qui relevait du nombre, les 5 ans de silence absolu. On reprenait comme ça tout un idéal de la géométrie, les mathématiques, le silence intérieur, donc on retrouve ça. Après, il y a les initiés, mais qui sont plutôt dans un rapport à une sorte d'élévation et de transcendance. Mais ça passe par le connais-toi toi-même et tu connaîtras les hommes et les dieux de Delphes. Et là, on trouve ça chez les Énéades et chez Plotin. Donc, ils ont cette démarche-là. Et pour revenir à Platon, dont je parlais tout à l'heure, ce mythe de l'âme ailée renvoie aussi à un deuxième mythe qui est exactement la transposition du premier. Et ce deuxième mythe qui est la transposition du premier, c'est le mythe l'allégorie plutôt de la caverne. On retrouve exactement la même dimension. Seulement les hommes sont dans l'ignorance, ils sont dans l'ombre, il faut qu'ils passent à la lumière. Donc c'est aussi très très symbolique cette histoire, pour enfin voir les véritables valeurs et la vertu. On est un peu dans une démarche quasi... mais je fais attention à ce que je dis parce que c'est antérieur. Et les francs-maçons ont pour habitude de s'accaparer aussi parfois les mythes en disant que la maçonnerie a peut-être inventé la pensée platonicienne. Alors, mais dans les inventions, c'est intéressant parce que dans l'origine de la maçonnerie, vous avez plusieurs origines. Tout à fait, oui. Alors effectivement, j'avais entendu ça, les faits qui s'accaparaient. En fait, il y avait cette filiation remontée jusqu'à Platon, et voir les néoplatoniciens à l'école d'Alexandrie, par exemple. D'ailleurs, aparté, vous avez une bande dessinée Hugo Pratt, Corto Maltese, Fable de Venise, qui est une bande dessinée qui est une BD maçonnique par excellence. Et à un moment donné, Hugo Pratt était lui-même un initié, il était membre de la Grande Loge de France, il me semble. Et vous avez tout un passage, effectivement, sur la réincarnation d'Hypatia, néoplatonicien Alexandrie. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, que j'ai pu découvrir les cours néoplatoniciens, grâce à Hugo Pratt, lui-même franc-maçon. Et d'après ce que j'ai pu voir, effectivement, lui voyait une filiation par ceci. Mais ça peut aller plus loin. C'est-à-dire, ce qui est fascinant en maçonnerie, c'est que quand on voit les origines de la maçonnerie, ça dépend aussi. Vous avez les constitutions du pasteur Anderson, qui sont les tables de la loi maçonnique. Bon, ça remonte très très loin dans l'Antiquité. On remonte au temple de Salomon, mais parce que lui-même était pasteur, il y avait une formation chrétienne. Vous prenez ensuite, quelques temps plus tard, le chevalier de Ramsay ou le baron de Hund, il y aurait été une filiation templière, ce seraient les Templiers qui auraient fondé la maçonnerie. Et vous avez ensuite l'Égyptien, c'est-à-dire la fondation, ça viendrait d'Égypte. Bref, c'est universel en fait la maçonnerie. Mais en revanche, ça remonte à quelque chose. C'est ça qui est fascinant. Pourquoi pas? C'est toujours pareil, ça revient toujours à l'idée qu'il faut un mythe fondateur. Il y a une naissance de la philosophie parce qu'il y a une condamnation à mort de Socrate. Et on a envie de dire qu'il y a quelque chose de paradoxal avec Socrate, cette histoire de transmigration des âmes, la notion de grand initié, celui qui disait « je sais que je ne sais rien », hormis qu'on oublie que Socrate était quand même quelqu'un qui provoquait par l'ironie et qui était quelqu'un qui était absolument insupportable en fait, et qui n'avait absolument aucune humilité. Donc on ne peut pas être dans le rapport, si vous voulez, gracieux, on va dire, à la franc-maçonnerie. Par contre, on retrouve effectivement cette démarche particulière, et on retrouve aussi cette volonté d'avoir le moment fondateur. On a besoin pour poser, on va dire, soit ou édifier un temple, ou poser une continuité dans une histoire, d'avoir la mort du Christ. On a besoin d'avoir la mort qui sera l'avènement d'une naissance. On a besoin de ce contrepoids, me semble-t-il. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas frères ou sœurs, ici, Hiram, donc selon le légendaire maçonnique, Hiram était l'architecte du grand temple de Salomon, et il aurait été assassiné par 3 mauvais frères. Donc la naissance de la maçonnerie est basée sur un meurtre. Et c'est ça qui est fascinant quand vous êtes auteur de polar, de thriller, c'est pour ça que le premier rituel de l'ombre, le type, le modus operandi de l'exécution des maçons était reproduit sur le meurtre d'Hiram. C'est-à-dire qu'il fallait donner 3 coups à 3 parties du corps différentes qui avaient une valeur symbolique. Mais effectivement, je n'avais pas fait le rapport effectivement, avec Socrate et Jésus s'est fait la mort pour renaître et pour donner naissance à quelque chose. Et alors, on a ce rapport-là, et ce qui est intéressant aussi, puisque vous parlez des 3 frères, on le retrouve, puisque vous avez parlé de Corto Maltese, les 3 frères, on le retrouve aussi dans les aventures de Tintin. Les 3 frères, on retrouve les 3 frères lorsqu'il y a ce moment particulier où on recherche le bateau, et on remonte l'histoire du temps, et le fait de remonter dans l'histoire du temps, on sait que les 3 frères ont des symboles, et à partir de ces symboles, il va falloir trouver le trésor. Et le trésor qui sera retrouvé, c'est un trésor qui se retrouve à Moulinsart, c'est-à-dire on est complètement déçu quand on sait que c'est un trésor fixe, c'est tout simplement découvrir une fraternité à l'œuvre. Donc le trésor n'existe pas, c'est une fiction absolue. Alors Hergé, on sait qu'il n'était pas initié, mais on sait qu'il fréquentait les grands initiés, et tout ce qu'il a écrit, en tout cas Tintin, on retrouve dans toute sa symbolique un rapport justement au nombre 3, et on retrouve toujours la quête spirituelle.
Et d'autant plus que Hergé s'en est pas caché, il était bouddhiste. Donc sur la fin, la quête de l'amitié qu'il a avec le chinois, eh bien c'est aussi la quête de la voie. Alors qui veut suivre la voie prend la voie. Donc on retrouve là aussi le chemin de la démarche maçonnique qui consiste à dire que dans l'humilité, et là on est chez, on va dire, Lao Tzu qui disait le savoir est comme une lanterne qui éclaire, hélas, j'ai presque envie de dire heureusement, que le chemin déjà parcouru. Ça veut dire que c'est une grande humilité, on n'est pas devant en fait, la lumière elle n'est pas devant, elle est déjà derrière soi. Et si vous regardez votre paradis, je vais peut-être vous décevoir, mais il est aussi derrière vous. Il faut regarder dans le rétroviseur, parce que devant, ça va toujours se dégrader, comme dirait Sioran. C'est le corps qui craque de tout bois, on va pas vers la jeunesse. Enfin, je ne veux pas vous décevoir non plus. Non, du tout. On est loin du Kama Sutra, là. Non, moi, ce que je trouve fascinant dans tout ce qui est lié à la symbolique de la lumière, c'est qu'au contraire, après au moment où on naît, on vit, on meurt, et qu'après la mort, il peut y avoir quelque chose d'autre, que vous soyez croyant ou pas d'ailleurs, qui est peut-être autre chose. Moi, ayant été baptisé une formation catholique, mais bon. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la symbolique maçonnique, c'est effectivement le rôle de la lumière et le fait qu'il puisse y avoir quelque chose. C'est pour ça que ce qui est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas la maçonnerie, on a tendance à mettre les francs-maçons dans un même bloc, mais c'est faux, c'est entièrement faux. Il y a une sorte de caricature du maçon en France qui est que le maçon est un athée, bouffeur de curés, adepte de la Troisième République, laïcard. Alors ça, c'est une version, je dirais, hexagonale. Certes, ça fait référence à une maçonnerie qui est laïque, athée, rationaliste. Essentiellement, on les trouve au Grand Orient, qui est la première obédience française. Mais à côté de ça, vous avez d'autres obédiences déistes, plus spiritualistes. Et si vous voyez, maintenant on se projette sur le globe, on s'aperçoit que c'est minoritaire. C'est-à-dire que si vous prenez les effectifs de la maçonnerie dans le monde, la franc-maçonnerie, qui vient quand même du monde anglo-saxon protestant, est une maçonnerie déiste. Nos maçons laïcs sont une minorité. Mais en France, on a cette impression, comme ça, qui a été aussi propagée par les l'anti-maçonnique, qui ont déjà créé des mythes, à savoir que les francs-maçons auraient, par exemple, manipulé la Révolution française, auraient abattu la monarchie pour abattre l'Église catholique. Donc à partir de ça, les ennemis de la maçonnerie ont déjà caricaturé la maçonnerie. Alors, on sait très bien qu'au moment de la Révolution, vous avez eu autant de maçons qui étaient dans les charrettes, qui partaient à l'échafaud, que ceux qui votaient la Constitution, qui votaient le départ de ces charrettes. Donc tout est infiniment plus nuancé. Et la maçonnerie est un monde polymorphe, en fait. Et moi, ce qui me frappe, c'est que quand je rencontre des maçons, je tombe sur des maçons rationalistes, laïques et fiers de l'être. Et par exemple, nos ouvrages les intéressent moins dans la mesure où l'ésotérisme, c'est pas leur truc, c'est pas leur cas. Et je tombe sur d'autres qui sont plus, je dirais, plus ouverts sur la symbolique et l'ésotérisme, qui apprécient ça. Voilà. C'est un monde très intéressant.